dans les années 90, fin 80-90, le monde capitaliste, on va simplifier, et le monde communiste, et deux modèles en fait le monde était bipolaire, pour faire vite, et dans ce monde populaire, il y a deux disciplines et même deux mathématiques. Et donc, c'est dans cet esprit-là, en fait, que j'avais choisi un peu de me spécialiser dans la mesure du possible dans l'économie. Et après, j'ai bifurqué vers l'économie du développement de manière générale, parce que je suis d'abord tunisienne, donc je suis naturellement, je me situe dans le monde en développement qui cherche à se développer, et par la suite, donc, dans l'économie des télécoms, que je considère un secteur permettant évidemment l'émergence des économies dites du tiers-monde à ce moment. Voilà vite, disons, pourquoi j'atterris sur l'économie et pourquoi, en fait, je m'intéresse à cette discipline, et particulièrement sur l'économie sectorielle. Alors, j'ai choisi de vous parler en tant que première année et compte tenu aujourd'hui des enjeux, des contenus des débats politiques qui couvrent et qui rythment notre quotidien, de près ou de loin, et compte tenu des enjeux de la Tunisie de demain, j'ai choisi volontairement de vous parler d'un sujet un peu de spécialiste, mais je sais que vous avez assez d'intelligence pour toucher quelques problèmes. On va pas dire tous les problèmes, et pour vous montrer que ce qu'on raconte peut être à côté un peu quand même d'une certaine réalité, et qu'on peut utiliser l'économie dans le bon sens comme on peut utiliser dans le mauvais sens, et ça c'est le plus dangereux. Donc moi, l'intitulé de séminaire d'aujourd'hui est un peu provocateur. Que reste-t-il du miracle économique tunisien? Quand on m'a proposé TIC et économie, bon, moi, TIC et économie, quand j'étais ici enseignante, jusqu'aux années 2000, disons, je suis partie d'ici 2005, enseignante de 2005, j'ai déjà, je pense, assez investi avec mes élèves ingénieurs à cette époque-là sur l'éthique et l'économie. Je dis, bon, pour moi, eux, ils doivent être une étape en avant par rapport au sujet d'hier. Donc ça, c'est mon choix personnel. Et de deux, parce que je considère que d'abord, pour entrer dans une sphère économique, il faut voir l'idée d'ensemble. Et il n'y a pas mieux que le quotidien, que notre économie, que notre pays, qui est aujourd'hui, si vous voulez, même un laboratoire, même pour nous, chercheurs en économie. Donc, que reste-t-il du miracle économique tunisien? Alors, on va me dire, mais est-ce que la Tunisie était un miracle? Est-ce que l'économie tunisienne était un miracle? On va voir ensemble. Moi, je ne fais pas de politique, au moins ici, mais je considère que les chiffres parlent d'elles-mêmes et qu'on a quand même, disons, ce qu'on appelle le système productif tunisien, il a accumulé quand même de l'avance, toujours dans un cadre de benchmark international, c'est-à-dire de comparaison internationale, qui fait que nous sommes avec les ressources de la Tunisie, avec les moyens des Tunisiens, avec l'histoire de la Tunisie, avec le positionnement géostratégique de la Tunisie dans la rive sud de la Méditerranée, parce qu'il ne faut pas oublier la partie sud de la Méditerranée, son appartenance à un continent africain et son appartenance à un monde arabo-musulman fait que, dans cet espace comparatif, fait que l'économie tunisienne a assuré quand même ce qu'on appelle ses fondamentaux. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un miracle économique, mais il ne faut pas le voir, si vous voulez, pour être nous les plus forts, l'argent est arrivé. Pas du tout. C'est par rapport à une comparaison, et à juste titre, qu'il y avait un miracle économique tunisien, parce qu'on n'avait pas, à un moment donné, disons, on n'avait pas parié sur l'économie tunisienne, on avait parié sur l'économie marocaine, on avait parié sur l'économie algérienne, parce que, vous savez, c'est les plus grandes réserves à un moment mondial, à un certain moment, et on avait parié sur d'autres économies, mais on n'a pas parié sur l'économie tunisienne, compte tenu de son espace géographique, compte tenu de la limitation de ses ressources naturelles, et bien sûr, compte tenu de la jeunesse de son État dans les années 60. Bon, ça c'est un peu l'histoire, mais dans l'économie, on ne peut pas se prononcer autant T. Il faut regarder le T-A, le T-2, le T-1, jusqu'à arriver à avoir les trends, ce qu'on appelle les trends économiques ou les tendances économiques.
Bon, j'espère que ça marchera, ces technologies. Alors, ce que je vais présenter ici, moi je vais faire le sommaire. Je sais parler en arabe, donc rigole pas. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je... Alors, une technologie dans une école de télécom qui ne marche pas, c'est un peu gros. Je vais présenter l'évolution de l'économie tunisienne. Essentiellement une évolution en graphique, et je vais essayer d'expliquer à la fois les notions et les graphiques en même temps. Donc le premier graphique, vous avez sur une période assez longue, 1990-2010, et on va parler de 11 et de 12 en projection. Qu'est-ce qui est... Enfin, je m'arrête à 10, pas par hasard, mais pour une raison que j'expliquerai plus tard. Où on a l'évolution de ce qu'on appelle la croissance démographique, c'est-à-dire le taux de reproduction de l'espèce humaine en Tunisie, en gros, et la croissance économique. La croissance démographique, je suppose que vous le connaissez. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'une croissance économique? Et là, c'est un jargon que vous entendiez tous les jours, presque, si vous consultez la presse, et que tous les politiciens et tous les hommes politiques et femmes politiques disent on va faire de la croissance économique. Qu'est-ce que c'est qu'une croissance économique? Une croissance économique, c'est un agrégat, vous aurez l'occasion de le voir précisément en comptabilité nationale, c'est un agrégat économique qui agrège, c'est-à-dire qui synthétise l'évolution de l'activité économique dans un pays à un moment T. Cette activité, ce n'est pas la production nationale. La production nationale, c'est un agrégat. La croissance en est un autre. La croissance, c'est la production moins les coûts de manière générale. La croissance, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la valeur ajoutée de l'économie. Quand je passe de 90 à 91, est-ce que l'économie a produit plus par rapport à 90 ou est-ce qu'elle a produit moins? Donc, la croissance économique, ce qu'on appelle, c'est l'équivalent du taux de croissance, taux d'augmentation ou de diminution, de la valeur ajoutée. Est-ce que l'économie est capable de faire de la valeur ajoutée ou est-ce qu'elle n'est pas capable? Si elle n'est pas capable, ça veut dire deux choses, soit qu'elle produit exactement ce qu'elle avait fait l'année dernière, et donc on parle de récession économique, de saturation, soit elle baisse, et dans ce cas, il y a moins de produits que l'année d'avant. Là, l'histoire de l'économie, enfin, je prends que le contexte tunisien, on a une grande cassure économique que vous voyez dans le trend économique de la croissance tunisienne. En 80, on était à 7,4%. Je ne vais pas revenir sur ces chiffres-là pour des considérations bien spécifiques parce que vous étiez, je pense, nés ou pas nés, mais c'était le plan d'ajustement structurel. Et donc, on était dans une logique de restructuration économique. Regardez bien la cassure, la première cassure de l'économie tunisienne, c'est en 86. Et en 86, c'est moins 2%. Ça n'explique pas le 7 novembre 87. J'ai pas dit ça, mais ça explique. Bon, femme hajtin, je vous
Et là, ça m'intéresse, je suis vraiment libre d'esprit et ouverte d'esprit. Vous ne pouvez pas assister si ça ne vous intéresse pas, je ne me sens pas vexée. Mais si vous êtes là, et si vous parlez au fond, moi j'ai l'écho, j'ai ce que vous dites au fond. Voilà. Et à vous de choisir. Ça vous intéresse pas, vous buvez votre coca ou votre, je sais pas quoi. Ça, vous êtes libre, mais dehors, s'il vous plaît. C'est tout. Donc, en 86, on a la première chute vertigineuse de l'économie tunisienne en trend, c'est-à-dire en projection. Et ça, c'est confirmé même en réalité, puisqu'on a atteint moins 2%. Autrement dit, l'activité économique, au lieu d'augmenter, elle a reculé de 22%. 22%, je parle en taux de croissance, ni en volume, ni en monnaie. Je suis en augmentation de repères. Donc, en taux de croissance, elle a reculé de 22%, ce qui fait dire aux politiques que le régime Bourguiba est mort. Et ce qui a fait dire à les économistes, là, on a un sérieux problème au niveau de l'activité économique et que politiquement, si on ne suit pas, si on ne prend pas une décision, eh bien là, évidemment, c'est la chute de toute la structure, de l'infrastructure économique tunisienne. Donc, on peut lire parfois l'histoire d'un pays, l'histoire politique d'un pays, rien que par des valeurs économiques. C'est pas pour dire qu'on peut expliquer, c'est un fait important. Donc, quand il y a une chute de croissance économique, c'est une chute, c'est une pauvreté de la population, et la population ne va pas accepter, évidemment, la détérioration de son quotidien, la détérioration de son droit d'argent. Ces analyses, elles sont faites par qui? Quelle analyse? Elles sont faites par moi. Quelle analyse? Alors, les statistiques, il y a deux sources de statistiques. Moi, j'explique, donc j'analyse les statistiques. Les statistiques, il y a deux sources. Si vous voulez connaître quelles sont les sources de statistiques, il y a les sources de statistiques nationales. Il y a là, par exemple, les sources sont la Banque mondiale, les taux de croissance calculés par la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, on a le Fonds monétaire international, on a la Banque mondiale, on a l'AFD, là où je suis, on a les structures. Moi, personnellement, je travaille avec les taux de croissance comme affichés par l'INS, avec des corrections, parce qu'il faut savoir, la Banque centrale aussi tunisienne affiche des statistiques. Donc, il y a des structures. Alors après, évidemment, si vous voulez commencer à débattre, est-ce que les statistiques c'est fiable ou pas fiable? Moi, à mon avis, elles sont assez fiables parce qu'elles se confirment dans le temps. Il ne faut pas, et là pour que vous pouvez comprendre, hein, il ne faut pas se braquer sur la crédibilité de la variable statistique, parce que si vous faites ça, vous ne pouvez rien comprendre. Par contre, vous comprenez qu'est-ce qu'il y a dans cette variable-là, comment elle est composée, et arriver à trouver les moyens de recouper l'information. Je vous ai fait distribuer l'article 4, on va revenir du FMI. Et je vais vous dire quels sont les chiffres que l'État tunisien, les autorités tunisiennes ont pris, quels sont les chiffres qu'elles ont affichés, quels sont les chiffres à regarder. Tu vois, on a nos instruments, on a nos outils d'analyse qui nous permettent quand même de dire est-ce que c'est vraiment ça. Maintenant, par exemple, la Chine, c'est le pays qui affiche un taux de croissance à 2 chiffres. Est-ce que c'est un vrai taux de croissance? Est-ce que c'est pas 12, c'est pas 10? Quand quelqu'un va à la Chine et fait une petite visite en Chine, bon, il va dire peut-être c'est pas 12, mais c'est 11,5, c'est 10. L'activité dans son ensemble, elle a des indicateurs, je vais vous montrer, que vous pouviez croiser les informations. Il y avait, et encore une fois, depuis l'année dernière, dans les conférences, on n'essaie pas de dire, à chaque fois qu'on parle de la Tunisie, on nous dit, ah, les chiffres, il y a des chiffres qui ont été publiés, des chiffres qu'on a recoupés. Ce sont les bons indicateurs. Ce qu'on n'a pas montré, ce sont les mauvais indicateurs. Et ça, vous devez le savoir. Quand on vous dit l'INS n'a pas fait son travail, l'indépendance de la Banque centrale, l'indépendance, vous connaissez un peu aujourd'hui ce débat. Ce qu'on ne montre pas, c'est comme un vice. On cache son défaut, on cache son vice. Par contre, on montre qu'on est très beau, qu'on est très intelligent. Donc, le problème statistique des pays en développement, ou pour ne pas dire sous-développés, c'est qu'elles montrent les bonnes statistiques, mais elles cachent les mauvaises statistiques. Et que les organismes internationaux, comme la Banque mondiale, comme l'AFD, comme la BAD, comme le FMI, essaient avec d'autres moyens d'extraire une bonne statistique.
Mais dans tous les pays du monde, vous n'êtes pas naïfs, dans tous les pays du monde, enfin, essayez de maquiller la statistique. D'accord? Donc là, ce qui est certain, c'est que le train économique tunisien, à long terme, c'est un train en moyenne qui est entre 4 et 5%. C'est ce qu'on appelle le miracle économique tunisien. C'est-à-dire une économie qui est arrivée à produire plus que ce qu'elle a consommé, et donc elle a des capacités pour se développer. Le problème, c'est pas d'arriver à manger tous les jours de la même manière. Le problème, c'est d'arriver à avoir mangé aujourd'hui quelque chose et que le lendemain, vous pouvez améliorer votre vécu. C'est ça ce qu'on appelle croissance économique et évolution de l'économie. Donc, merci de votre question, pour votre question, parce qu'elle serait de toute façon posée au début ou à la fin. Oui, les statistiques. On a les moyens de vérifier leur crédibilité à travers, évidemment, des sources multiples. Donc, vous voyez, c'est en dents de scie, mais ce qu'on appelle le train général de l'économie tunisienne est entre 4, 4,5, 5 à moyen et long terme. Ce que ne fait pas l'Algérie, en dépit de ses ressources naturelles, et ce que ne peut pas faire le Maroc. C'est pour ça que dans le Maghreb, on a parlé du miracle tunisien ou du tigre asiatique, méditerranéen. Bon, il y a beaucoup d'appellations pour ceux qui s'intéressent à l'économie tunisienne. Il y a beaucoup d'ouvrages sur l'économie tunisienne parce que c'est une économie qui on peut expliquer ça. Hein. Elle a investi dans l'éducation, elle a investi dans les services sociaux, elle a investi dans la santé, elle a investi en gros dans le capital humain. Et donc, elle a ses ressources pour produire et elle a investi dans l'intelligence privée. Oui. Selon vous, est-ce que les statistiques de Sigma sont fiables? Ah non, je suis désolée, je réponds pas. C'est surtout si vous allez vous passer ça sur Nesma, je préfère ne pas répondre. Comme il est gentil. En aparté, je peux vous expliquer un peu les sondages. Là, c'est pas des sondages. Là, c'est des statistiques. C'est pour ça que on s'est arrêté à 2010. En fait, c'est la bonne statistique, elle se corrige à T+1 pour T. D'accord? Donc, moi, 2011, on va avoir 2011 et on va avoir 2012 en projection. Donc, les statistiques ici sont des statistiques, ce qu'on appelle ex post. Elles ne sont pas dans les anticipations. Donc, le deuxième, on va dire, miracle économique tunisien, et c'est pour ça que je vous invite à lire un peu sur votre pays et sur votre économie et sur notre histoire, c'est l'histoire de la démographie. En même temps qu'il y a des efforts d'éducation, en même temps qu'il y a des efforts de modernisation du préparé productif, et donc de la richesse, création de la rue, il y a une maîtrise de la démographie. Et c'est à débattre, hein. Le planning familial, c'est à débattre, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on appelle réussir la transition démographique. Et deux pays dans le monde arabe ont réussi la transition démographique, la Tunisie et l'Iran, contrairement à ce qu'on peut croire. En troisième position, c'est l'Égypte, ce qui fait dire à des sociologues, si la révolution s'est passée en Tunisie d'abord, c'est parce que la Tunisie a réussi très tôt sa transition démographique. Il y a un coût à la transition démographique. Qu'est-ce que c'est qu'une transition démographique? Une transition démographique, c'est-à-dire on se reproduit en termes de population moins que la reproduction de l'économie. Et donc, on a un matelas économique qui nous permet où les nouveaux arrivants sur le marché, les nouveaux arrivants comme population, trouvent normalement de l'emploi, trouvent de la richesse, trouvent du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle une transition démographique. Nous, les pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale, ont réussi leur démographie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une transition démographique. La pyramide, elle se renverse. Et là, vous avez des pays comme la Tunisie qui a investi dans le planning familial. C'est pour ça que je ne discute pas le planning, je regarde qu'est-ce qui a donné comme démographie la maîtrise de la population. On ne va pas se reproduire alors qu'on n'a pas les moyens. Après, bien sûr, il va y avoir une politique de la gestion démographique et de la réussite de la transition démographique. Il ne faut pas faire peu d'enfants et les éduquer, il faut faire peu d'enfants, les éduquer et leur trouver du boulot à la fin. Or, leur trouver du boulot à la fin, on va le voir, c'est le grand point d'interrogation où le politique n'a pas vu venir, évidemment, ce qu'on appelle les dividendes, comme dans les actions, les dividendes de la démographie. Il
était incapable de se projeter dans le futur, donc il n'a pas vu que dans 5 ans, eh ben, il va avoir des milliers de diplômés sur le marché du travail, donc diplômés du supérieur, et alors que le secteur économique n'offre pas ces milliers d'offres d'emploi, et on a accumulé de l'écart entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi, ce qui explique les chômages, mais là j'anticipe sur les slides. Ce qu'il faut retenir avec ce premier slide, c'est qu'on a en Tunisie sur le long terme, pour que vous ayez des éléments d'appréciation de votre pays, du tissu de votre pays, c'est important. C'est que depuis les années 80, fin des années 80, on a commencé à être dans une économie, une croissance économique qui, à long terme, donne des taux de entre 4 et 5%. C'est pas beaucoup, mais c'est positif. Je n'ai mis aucun autre pays. Si je trouve encore l'occasion de vous revoir, je peux vous superposer ces courbes-là avec des courbes de pays comparateurs. Et vous voyez qu'en 80, notre croissance était supérieure, largement supérieure à celle de l'Espagne, à celle de la Grèce, à celle du Portugal. Donc, vous voyez d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc, l'historique n'est pas si sombre que ça, et c'est sur ça qu'il faut bâtir, et non pas sur le négatif qu'il faut bâtir. Le deuxième trait, c'est le trait évidemment de la transition développée. En 2010, on est à 1%. La France, elle est à 1,7%. Donc, on est, si on va dire tous les pays développés sont de ceux dont le taux de croissance est le plus faible, dans ce cas, on serait plus développé que la France. Et c'est vrai qu'on se reproduit moins que les Français. Vous allez me dire pourquoi français? Parce que c'est une économie, une géographie, un pays que je connais très bien. Et parce que dans la géographie française, on sait très bien quelle est la communauté qui se reproduit plus que les autres. Donc, ils ont des réserves de capital humain qui sont pour le futur. Et là, ce qui fait dire à Marine Le Pen de ne plus donner des allocations familiales aux immigrés. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour vous dire que ce petit trait rouge, il est très exploité par les politiques, et surtout par les politiques qui sont dans les extrêmes, parce que ça traduit toute une idéologie vis-à-vis de la démographie, qui est, moi je considère que, moi je la vois du point de vue économique, capital humain, mais c'est un des éléments de lecture, mais je n'exclus pas que d'autres éléments de lecture, évidemment, puissent coexister. Alors, maintenant, j'espère que vous êtes convaincus que la Tunisie, quelle que soit la valeur statistique, a accumulé de la richesse. La deuxième question qui se pose à un économiste, c'est à qui va cette richesse? Est-ce que c'est une richesse qui est équitablement partagée? On suppose qu'on est ce qu'on appelle à la spaghetti, parce que quand vous faites sortir un paquet de spaghettis, généralement si c'est une bonne usine d'agro, elles sont coupées à la même longueur. Est-ce que tout le monde reçoit la même chose? Ou est-ce qu'il y a ceux qui reçoivent plus que d'autres? Ou est-ce que ça évolue avec le temps? Ou est-ce que ce qu'on reçoit dépend de ce qui nous gouverne? C'est 3 questions qui sont posées. Et pour utiliser un jargon barbant français, on parle de ce qu'on appelle la redistribution des revenus. Est-ce qu'on redistribue de manière équitable? Est-ce qu'on redistribue de manière juste? Juste, ce n'est pas équitable. Hein? Et est-ce qu'on redistribue selon, évidemment, la couleur de la peau, la beauté, le sexe, l'éducation, l'origine sociale? C'est ce qu'on appelle les politiques redistributives. Alors, en Tunisie, il se trouve que, si on regarde l'évolution à partir des années 70 jusqu'à 2009, alors 2009, c'est une disponibilité des données par rapport à la même source. On ne peut pas construire de la comparaison avec des sources différentes, il faut être homogène. Le trait bleu, c'est le PIB par tête, en prix 90. Je l'expliquerai ça. Et le trait rouge, c'est le PIB par tête en prix courant. Qu'est-ce qu'on appelle prix courant? C'est-à-dire, j'achète en 2012 avec le prix 2012. J'achète en 2011 avec le prix 2011. Ce qui fait dire à votre mère, parce que je pense que vous n'êtes pas encore sensible à ces questions,
puisque vous ne dépensez pas encore votre argent, mais vous dépensez ceux des autres, que votre père ou votre mère vous dit « mais c'est pas possible, moi, avec la même somme l'année dernière, j'achetais plus ». Or, cette année, j'achète moins. Moi, j'ai, ou bien vous, hein, vous avez une bourse, j'imagine. Avec la bourse, l'année dernière, je pouvais aller 2 fois au cinéma par semaine. J'essaie de rêver. Et alors que cette année, je ne vais pas du tout. Parce que je ne comprends pas. En fait, c'est ce qu'on appelle les prix courants et les prix constants. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'inflation. Alors, pour pouvoir comparer les prix courants et les prix constants, le trait bleu, c'est le prix 90. On prend le repère, les prix de 90. Donc, on ramène tout au même repère. Pour avoir une comparaison dans le temps et pour enlever ce qu'on appelle l'effet de l'inflation. On essaie de limiter l'effet inflation. Par contre, le trait rouge, c'est l'évolution au prix courant. Vous voyez que avec ou sans inflation, c'est-à-dire avec ou sans effet prix, augmentation du prix, le niveau de vie des Tunisiens a augmenté. Ce niveau de vie des Tunisiens, le PIB par tête, donc je prends le PIB national, le produit intérieur brut, et je le divise par la population. Et je vois que le PIB par tête, c'est-à-dire la richesse par tête, elle évolue dans le temps, parce que dans d'autres géographies dans le monde, vous pouvez ne pas trouver ça. Et quand elle décroît, ça veut dire que le niveau de vie des citoyens a baissé. Ici, de 70 à 2009, que ça soit en prix courant, ce qu'on appelle le prix courant, ou en prix constant, que ça soit avec ou sans l'inflation, on a des courbes croissantes. Pas le même terme de croissance, pas le même terme d'évolution et de vitesse de croissance, mais ce qui est certain, c'est que ça croît. Et quand ça croît, on déduit que le niveau des pays et le niveau de vie des citoyens a augmenté. Entre parenthèses, jamais l'humanité, l'histoire de l'humanité dans son général, n'a augmenté en termes de PIB par tête d'habitant que ces 10 dernières années. Et jamais la pauvreté n'a été aussi grande. Donc, il y a des contradictions dans le monde, dans tous les pays du monde. C'est qu'on a un niveau général qui a augmenté, mais on a des poches de pauvreté qui sont devenues de plus en plus sombres. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une question de redistribution. C'est vrai que le PIB par tête augmente. Donc, j'ai une richesse nationale. Si je veux savoir à peu près par tête combien ça me donne, eh bien, en moyenne, elle me donne une évolution croissante. Mais est-ce que cette évolution est partagée, équitablement partagée? Un des indicateurs de cette croissance, c'est ce qu'on appelle le SMIC. Vous entendez parler du SMIC. Alors, c'est quoi le SMIC? Les smigards, c'est qui les smigards? S pour dire L pour dire I pour dire G pour dire. Alors, c'est le salaire minimum industriel, interprofessionnel généralisé. Le SMIC, c'est une réforme, c'est-à-dire que quand on fait des négociations salariales, on se base sur un référentiel. Et le référentiel dans l'interprofessionnel, c'est le SMIC. Pour l'agriculture, c'est le SMAC. Et l'évolution de ce SMIC-là fait évoluer la redistribution de la richesse entre les individus et les citoyens. Si un pays veut redistribuer plus, eh ben, il évolue en termes de salaire. Et donc, quand on va discuter son salaire, on part pas de zéro, on part généralement du SMIC, et puis on commence à discuter, chacun selon la catégorie sociale professionnelle. Et évidemment, c'est pas valable à tout le monde. Alors, vous voyez que, bon, prix courant, prix constant, ça c'est très important, parce que autant en prix courant, ça augmente, c'est-à-dire, à chaque fois, vous avez, en gros, l'UGTT qui discute avec le gouvernement tunisien, et qui discute avec l'UTICA pour faire augmenter le prix des salariés, on va dire de tous les secteurs. Et donc, parce que augmentation des prix.
Ça fait augmenter le SMIC, le trait bleu. Par contre, le trait rouge veut dire le pouvoir d'achat réel. Est-ce que, quand on augmente, est-ce que, lorsque vous augmentez cette année de 100 dinars, mon pouvoir d'achat, mes capacités d'acquisition et d'enrichissement se sont améliorées ou pas? Vous voyez bien qu'à partir des années 90, le pouvoir d'achat du Tunisien, si je prends le SMIC, reste constant. Ce qui fait dire à certains que la classe prolétaire ou la classe des pauvres s'appauvrit ou la classe des travailleurs s'appauvrit. Puisque vous voyez que en prix constant, si je considère les prix, on est dans un train horizontal. C'est comme si ça n'évolue pas. Par contre, vous touchez 248, or en réalité, vous avez un pouvoir d'achat de 116 dinars. Alors, 248, je me suis arrêtée à 248. Les dernières négociations salariales ont fait augmenter ce SMIC à 350, si ma mémoire est bonne. D'accord? Donc, ça a augmenté. Après le 14 janvier 2011, on est bien d'accord. Le nouvel round de négociations salariales a fait augmenter ce SMIC. Mais c'est un SMIC qui permet de dire à qui profite la croissance. La question reste posée. Donc, elle ne va pas profiter au travail, elle va profiter au capital. Et là, on a d'autres sujets. Bon, ça, je vais passer vite parce que c'est un écart. Alors, géographiquement, comment se représente et comment se répartit cette croissance sur le territoire national? J'ai superposé deux cartes. L'origine, celui du gauche, c'est celle du chômage, le taux de chômage en Tunisie. Et celle de droite, c'est le pourcentage des familles nécessiteuses. Celle du gauche, évidemment, c'est l'Observatoire national de la qualification. Et celle des familles nécessiteuses, ce sont les affaires sociales. Premier constat, c'est que le territoire national tunisien n'est pas équitablement réparti. En termes de richesse, vous allez me dire, ouais, c'est pas un scoop. Et donc, en termes de chômage et en termes de familles nécessiteuses. Et que plus on s'approche de la frontière algéro-tunisienne ou tuniso-algérienne et du sud tunisien, plus les choses s'assombrissent. Que alors moi je suis très prudente sur ces termes-là parce que je ne veux pas de spéculation sur les territoires. Ceux qui sortent un peu du lot, c'est le littoral et le Gabon. Et quelques régions du Sahel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il y a du chômage. Ce sont des taux moyens. Il y a plus de familles nécessiteuses dans le sud tunisien et dans le nord-ouest, l'extrême nord-ouest. Vous allez me dire, mais sur les frontières, il n'y a pas autant de familles nécessiteuses, pourtant le chômage est le plus important. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les tampons des frontières. Les frontières absorbent la pauvreté. Quand on fait du commerce illégal, même s'il est illégal, eh bien, il améliore le niveau de vie des citoyens. Quand on ferme les commerces à Belguelden, pour ceux qui viennent de ces régions-là, ils savent qu'est-ce que c'est. Même si le taux de chômage du supérieur est le plus élevé, ça permet évidemment d'absorber une partie de la pauvreté parce qu'il n'y a pas de création économique là-bas. Donc, mais en gros, on superpose le chômage avec la carte de la pauvreté. Alors, je dis les familles nécessiteuses pour dire correct et politiquement les choses, mais c'est la pauvreté. Si on superpose, on trouve que c'est presque la même, à quelques écarts près. Ce qu'on appelle la solidarité familiale, elle joue dans ce cas-là, mais dans des pays comme les pays du Nord, la solidarité, évidemment, ne peut pas jouer, et donc on aura une autre configuration. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, taux de chômage, vous voyez, on a deux définitions de taux de chômage. Je peux pas tout définir. Vous allez voir ça normalement. Qu'est-ce que ça veut dire un chômage? Il y a deux définitions en Tunisie. L'essentiel à retenir par rapport à ce graphique, c'est que le chômage en Tunisie, il touche, et ça c'est le drame, il touche essentiellement les jeunes et les diplômés.
On n'a pas les mêmes taux de chômage lorsqu'on regarde les non-diplômés, lorsqu'on regarde les gens qui n'ont pas de qualification, lorsqu'on regarde les gens plus ou moins âgés, etc., etc. On a des critères qui prouvent bien que ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas sa transition démographique. On a une population jeune, mais cette population jeune n'est pas occupée. Et n'est pas bien occupée, même si elle est bien formée. Et donc, ce qui est contradictoire, parce que généralement, lorsque tu formes une population, tu la prépares pour le secteur économique, pour encore améliorer ton secteur économique. Or, tu as investi, mais tu n'arrives pas à rentabiliser tes investissements. Donc, c'est le chômage. Alors ici, c'est pas une particularité tunisienne, c'est une particularité des pays émergents, des pays arabes, et particulièrement de l'Afrique du Nord. On est suivi par l'Algérie et le Maroc, mais le premier à avoir connu ce problème, c'est la Tunisie, parce que c'est la Tunisie qui a investi le plus dans le capital humain et celle qui fait sortir sur le marché du travail plus de diplômés du supérieur. Après, on peut discuter sur la qualité du diplôme de supérieur. Le constat est là, c'est que nous avons un des plus taux de chômage des diplômés du supérieur. L'emploi non qualifié, comme ceux qui ne font, comme vous pouvez le voir sur les non-diplômés, c'est-à-dire les non-qualifiés, ceux qui n'ont pas terminé ou achevé leurs études, ne connaissent pas autant de chômage pour une raison simple, c'est qu'eux, ils peuvent accepter n'importe quel travail. Donc, ils peuvent être absorbés par le marché du travail. Or, lorsqu'on a une qualification, on devient exigeant, et cette exigence retarde l'entrée sur le marché du travail et rallonge évidemment le taux de chômage. Le deuxième constat aussi où on a raté la transition démographique, c'est qu'on a plus de chômage de femmes que d'hommes. Donc on ne dit pas que les femmes travaillent assez, qu'on arrête, on a déjà assez de chômage avec les femmes. Et ça, c'est de toute façon, et j'ouvre une parenthèse, il n'y a aucune corrélation mathématique, aucune hypothèse scientifique qui dit que le travail des femmes peut être fait avec les hommes ou que le travail des femmes, l'insertion des femmes dans le marché du travail fait sortir le travail. Ça n'a rien à voir. Le travail, c'est du capital humain. Plus tu as du capital humain dans l'économie, plus ta richesse nationale augmente. C'est exactement, si vous voulez, un peu démonter ce raisonnement, dire la délocalisation en France ne fait pas plus de chômage. Tout simplement. Parce qu'on démontre économiquement que la délocalisation, c'est sur d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la main-d'œuvre française et que parce que les entreprises françaises, par exemple, hein, mais c'est le problème aussi pour les Allemandes, les Anglaises, les Américaines, parce qu'elles réalisent plus de chiffre d'affaires au Maghreb qu'elles peuvent investir en France et donc recréer du travail en France. Ce qu'on appelle l'effet évidemment cyclique. Donc, il n'y a pas un qui évince l'autre, il y a un avec l'autre pour que le résultat final, évidemment, soit positif et soit amélioré. Bien sûr, je ferme cette parenthèse parce que je ne peux pas ne pas la faire et je passe à quelque chose, en fait, de plus monétaire. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'à long terme, la croissance tunisienne a cessé de bien développer jusqu'à 2010. Que ces problèmes, c'est un problème de redistribution entre les classes sociales et entre les territoires. C'est-à-dire, on a plus de richesses, sauf qu'on redistribue de moins en moins entre les classes sociales. Et donc, on va avoir de plus en plus de pauvres. C'est ça ce qu'on appelle redistribution. Et de deux, on redistribue aussi mal sur les territoires. Donc, on va avoir des territoires privilégiés, que je mets entre guillemets privilégiés parce que n'oubliez pas les effets sur le littoral, n'oubliez pas la pollution, n'oubliez pas la destruction des ressources naturelles, etc. Donc on a des territoires qui sont bien lotis et d'autres qui sont marginalisés. Voilà où est-ce qu'on est arrivé en 2010. Il y a le 14 janvier, évidemment le 14 janvier 2011, arrêt total de l'économie en Valeur, puisque l'économie a sombré. Et là, vous comprenez que l'économie, c'est essentiellement un pilotage politique. Donc, c'est-à-dire que si vous ne pilotez pas votre machine politiquement correctement, eh ben, la machine économique baisse et se bloque. Et le meilleur indicateur qui parle le plus
avec ce 14 janvier, j'ai pris le Tunindex. Alors évidemment, j'ai fait exprès disons, de parler macro et d'aller après vers la bourse de Tunis, parce que je suppose que vous êtes un peu branchés sur les finances tunisiennes, même si vous n'avez pas d'action. Et que la bourse, même si elle n'est pas très développée en Tunisie, c'est le meilleur paramètre, c'est le premier à réagir à l'activité politique. L'économie, les entreprises, les usines, elles mettent du temps pour fermer, pour licencier, etc., etc., etc. Donc, il y a de la restructuration, il y a des grèves, il y a de la contestation sociale. En économie, ceci se traduit avec retard. Par contre, sur les bourses, c'est systématique. Vous avez un événement, vous avez un signal. Vous avez un événement, oublions la Tunisie, les grandes bourses, Tokyo, Paris, New York, Londres, etc. Élection à minuit, la valeur de la bourse le lendemain change. Donc, c'est très lié politique à l'économie. Vous avez, avant les élections aux États-Unis, par exemple, vous avez l'élection d'Obama, et bien le lendemain, ça a chuté parce qu'on ne sait pas, entre guillemets, ce noir, qu'est-ce qu'il va faire de l'économie américaine. Après, évidemment, ça a repris. Mais pour vous dire que c'est très important de regarder le baromètre de la bourse de Tunis par rapport, évidemment, au phénomène politique. Alors, vous voyez la cassure. La bourse, elle a évolué jusqu'à 17, je vais vous donner exactement le 17 décembre 2010. Le 17 décembre 2010, la bourse de Tunis a commencé à chuter. Autrement dit, vous allez me dire, oui, mais on aurait dû voir la bourse de Tunis et dire, il va y avoir une révolution en Tunisie. Maintenant, on fait une analyse, ce qu'on appelle après coup, c'est-à-dire on a les données, on les regarde après. Et on voit très bien, et la chute, elle a baissé jusqu'au 14 janvier. Elle a repris après janvier, après une semaine quand même. Parce qu'elle a fermé. Il faut savoir que la bourse du Tunis a fermé juste après le 14 janvier, si vous vous rappelez. Et on a dit que la bourse a fermé, on arrête les cotations, on ne fait plus rien, parce que de toute façon, si on va continuer à coter, ça va complètement faire disparaître la bourse. Donc on a dit, on a déposé le crayon, on a arrêté leurs ordinateurs et le logiciel, on ne fait plus de cotation. On vend et on n'achète plus rien d'action. Sinon, ça va commencer quand même. Et ça, c'était... Alors, il y a évidemment un débat entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, qui disaient c'est pas possible, ça c'est jamais arrivé, ça arrive. Quand il y a des chutes et pour sauver la bourse, on peut être interventionniste et dire on arrête. Ça se traduit en jargon financier, on arrête l'hémorragie. Et là, on a arrêté l'hémorragie, on a arrêté quand même quelques semaines, une semaine, une vague, quelques jours, et puis pour stabiliser, il y a eu pas. Et puis ça a repris. Et ça reprend aujourd'hui, évidemment avec des hauts et des bas, mais ça reprend, si vous voulez, dans l'absolu. Donc là, ce qu'on peut dire sur l'évolution de la bourse de Tunis, évidemment, la bourse de Tunis, c'est pas la bourse de Casa. La bourse de Casablanca est une bourse beaucoup plus évoluée que la bourse de Tunis. Nous, on a l'équivalent de 50 grandes entreprises tunisiennes qui sont cotées sur le marché. C'est pas le CAC 40, c'est pas les 40 entreprises françaises qui sont cotées sur le marché, c'est les 50, mais on n'est pas dans les mêmes proportions. La bourse de Casa évolue beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de dynamique, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises cotées, parce que les entreprises marocaines se financent sur leur bourse, alors que nous, on n'a pas encore cette culture-là, et la bourse de Casa, elle est quand même annexée à la bourse de Paris, donc il y a une autre dynamique. Nous, c'est une bourse, on va dire, émergente, qui est jeune, mais qui évolue avec beaucoup de sécurité, comme évolue tout, comme a évolué jusque-là tous les acteurs économiques tunisiens, c'est État, progressif, petit à petit, on n'est pas très pressé, etc., etc. Et donc là, j'ai fait le carré rouge pour vous dire, dorénavant, essayez, si vous voulez, de comprendre autrement quand on vous donne des cotations boursières. Alors, bon, bien sûr, ça c'est le 17 décembre et le 17 janvier 2011, chute comparable. Là, on arrive à des choses beaucoup plus sérieuses et qui font le débat aujourd'hui. Ce qu'on appelle les réserves en devises de l'État tunisien.
Alors, si vous vous rappelez du débat qui a été un moment qui nous a pris la tête un peu sur l'indépendance de la Banque centrale et sur la démission, entre guillemets, du gouverneur de la Banque centrale et de son remplacement par un autre. Et à ce moment-là, on disait la politique monétaire, la politique budgétaire de la Tunisie va au mur parce que on n'a plus de réserves. À quoi servent les réserves en devises? Les réserves en devises, ça ne sert pas, et ce n'est pas l'objectif, que les devises servent évidemment à avoir son autorisation pour aller faire du shopping à Paris ou à Rome ou à je ne sais où, à Istanbul. Les réserves en devises, d'abord, elles servent à sécuriser les pays en termes d'importation par rapport à ces biens d'équipement, par rapport à ces biens nécessaires, par rapport à ces biens évidemment je dis pas de première nécessité, ça peut être du céréal comme ça peut être des médicaments, mais surtout de ces équipements et de son activité et de son indépendance par rapport évidemment au commerce. Donc la solidité de ce qu'on appelle la balance des paiements, c'est le compte de devises, la balance, la sortie et l'entrée des devises en Tunisie. Cette entrée et sortie, on l'appelle la balance des paiements. Avec quoi on paie, par quoi on paie. Évidemment, elle détermine la santé monétaire de l'activité économique et de la BCD, de la Banque centrale particulière. Et en fonction des réserves de devises, nous savons si on est en danger, si on est en souveraineté nationale, si on va aller sur le marché international, si on a ce qu'on appelle un matelas qui nous permet d'activer l'économie. Imaginez, demain, vous ne pouvez pas importer, eh bien, l'appareil économique productif tunisien s'arrête net. Vous avez entendu parler des médicaments qui manquent sur le marché. Vous avez entendu parler des produits. Votre shampoing peut-être n'est plus sur les étalages de Carrefour. Vous avez des indicateurs de votre vie quotidienne, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, lorsque ça touche les machines, lorsque ça touche l'activité économique. Et ça dépend de ce qu'on appelle les devises. Et les devises se calculent en millions de dinars, mais c'est aussi en nombre de jours d'importation. C'est une normalisation internationale. Combien on est indépendant par rapport à l'extérieur? En juillet 2011, on est à 108. Aujourd'hui, octobre 2012, on est à 94 jours. On est déjà descendu. Parce qu'on a payé des échéances vis-à-vis de l'extérieur. Mais ceux qui vont vous dire c'est catastrophique, l'économie tunisienne, c'est une très mauvaise politique monétaire, eh bien, moi, je vais sortir les chiffres. En 2000, on était à 74. En 86, la veille du 7 novembre, même si c'est une date qui ne vous plaît pas, mais c'est une date quand même, la veille, on était à 6 jours de devises. 6 jours de devises. Presque on n'avait plus de devises. Donc vous voyez, quand on a des sujets pareils, on ne peut pas se prononcer du moment T, il faut la mettre dans son contexte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses oreillers et dire « Ah, on a encore 94, on va aller... » Non, ça veut dire qu'on est en train de consommer nos réserves. Et le pire de ce que peut faire une économie, c'est commencer à épuiser dans ses réserves. Les réserves, la norme mondiale, c'est 110 jours, 115 jours. Au-delà, en deçà de 115, on va dire 120 pour être là, en deçà, on est en orangé, et bientôt ça va être le rouge. Et plus la couleur tend vers le rouge, plus évidemment vous êtes dépendant par rapport aux organismes internationaux comme la Banque mondiale, etc. Donc plus vos réserves changent, vous allez alors dans ce cas vous endetter et vous allez vous endetter en devises, ce qui coûte énormément cher. Donc voilà ce qu'on appelle la balance des paiements et voilà le niveau de l'activité économique. Après, alors tout ce qui est orange, c'est 2011, février 2011, mars 2011, avril, vous voyez les trains. En mai 2011, juin 2011,
En juin 2011, en mai 2011, on avait payé là une dette, une créance qui est celle de Tunisiana. Et c'est-à-dire qu'il y a des événements comme ça qui peuvent expliquer. On a payé Tunisiana, l'État tunisien, puisque bon, ça remarque, quand vous connaissez l'histoire, il fallait respecter ses engagements. Et comme les parts de Sarmat qui sont revenues à l'État, il faut que l'État, évidemment, honore ses engagements. Donc, comme l'État a acheté sur le marché international, c'est endetté, il fallait payer l'emprunteur, celui qui va vous apprêter. Ce sont les banques internationales. Et à ce moment-là, on a fait sortir un grand chèque, et ça va tomber évidemment de 125 à 115 jours. Donc il y a et on a une échéance, la Tunisie, elle a une échéance en fin 2012, une autre échéance importante. Alors je ne peux pas vous dire laquelle, hein, je ne sais pas si c'est la deuxième échéance par rapport à la Tunisie. On a une échéance ou un prêt international, et à chaque fois qu'on a une échéance, évidemment le niveau des devises baisse à côté de l'activité import-export classique. Donc voilà, alors moi je me suis arrêtée à juillet 2011 pour ne pas vous influencer. Oui. L'État tunisien, un pays tunisien en devise. C'est pas, elle n'est pas. Elle n'a pas payé tunisien. L'État tunisien. Je vais vous expliquer petit à petit ce montage, en même temps j'essaie de mémoriser. L'État tunisien a confisqué Al-Moussadara, a confisqué tous les biens de la famille partante, sortante, ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, de cette famille-là. Et donc, entre autres, il y a Tunisienne dans l'affaire. D'accord? Et quand Tunisienne avait, quand Sarlma, je ne veux pas, quand Princesse Holding, allez, j'aime pas trop utiliser, prononcer le nom, quand la Princesse Holding a acheté les parts d'Orascom dans Tunisiana, d'accord, parce que c'est un montage financier, Princesse Holding s'est endettée auprès du marché international, parce que Orascom, c'est Sawaris de Massé, si vous connaissez un peu l'histoire des télécoms au Maghreb et en Arabe. Et donc, quand on achète des opérateurs comme ça, on ne va pas acheter avec du dinar tunisien. Ils ne vont pas vous vendre avec du dinar tunisien, vous achetez avec des devises. Vous voyez? Donc, lui, Princesse Holding, s'est endettée auprès du marché international. Elle s'est endettée avec des garanties de l'État, ça, c'est pas grave. Donc, quand j'achète, j'emprunte. Tu vois? Je m'emprunte. Et là, c'est le marché international, c'est en devise. Elle s'est empruntée auprès des banques tunisiennes aussi. Hein. Mais je parle de la partie devise. Donc, cette partie-là, il y a une échéance. Crédit, une traite. Une traite qui tarde, il faut la payer. Sinon, vous êtes en porte-à-faux. Comme c'est l'État qui a confisqué, l'État devient propriétaire de ces parties-là. Donc, il faut qu'ils ont... C'est bien ça pour vous. On peut ne pas payer. Le Mexique, en 90, a dit, moi, basta, je ne paie plus rien. Ce qu'on appelle l'insolvabilité de l'État. Mais c'est un très mauvais signal. Quand vous n'en aurez plus, c'est comme une personne physique. C'est-à-dire, le jour où vous n'arrivez plus à payer votre dette, vous n'êtes plus sorti. Je commence à dire personne. Oui. La banque, elle va vous mettre sur le truc rouge, la banque centrale, donc système d'information va se bloquer sur votre nom. Et votre famille et vos collègues, etc., ne vous empruntent plus. Si jamais on en a passé, c'est exactement la même chose pour les États. Donc, à partir du moment où c'est l'État qui a confisqué, l'État devient propriétaire. Et aujourd'hui, vous savez qu'il a fait un appel d'offres international pour vendre cette partie de 25%. Et donc, pour acheter, il faut payer sa dette. Donc, il a payé la... Alors, je ne sais pas quelle est la banque internationale, mais il a payé donc sa dette en devise. Pour les hommes dépensés est-ce que c'est vrai qu'il y a une loi qui autorise qu'on y paye pas?
Il n'y a pas de loi qui autorise qu'on ne paie pas des dettes. Normalement, pour moi, un coup de fait, normalement, il a son bon, c'est une bonne question parce que c'est comme si elle est personnelle, comme vous visez mon travail, comme si c'est pour moi. Et là, moi, je travaille dans un organisme international, l'Agence française de développement, même si c'est France, mais c'est quand même international, qui prête à l'État tunisien. Vous voyez? C'est pas là, on dirait que c'est un peu plus petit que la Banque mondiale. Et donc, le problème de ce qu'on appelle la dette odieuse, est-ce que quand on emprunte à l'État, est-ce qu'on emprunte à un gouvernement? C'est ça. Est-ce qu'on a emprunté à Ben Ali ou est-ce qu'on a emprunté à l'État tunisien? Ça, c'est une première question. D'abord, on répond à ça. Lorsqu'il y a des emprunts à l'international comme les dettes, c'est les États, c'est pas le gouvernement. Après, vous allez me dire, mais vous savez que le gouvernement à cette époque-là est un gouvernement corrompu. Mais vous pouvez dire ça. Sachant qu'il faut me prouver qu'il est corrompu. Parce que corrompu, vous pouvez l'écrire. Tout le monde est corrompu, sauf preuve de contraire. Ou tout le monde est innocent, sauf preuve de contraire. Donc, ça c'est ce qu'on appelle les accords internationaux. Donc, si c'est les accords financiers, vous prêtez. La Tunisie, quel que soit son gouvernement, a toujours honoré ses dettes. Maintenant, c'est un débat. Et moi, si j'avais votre âge, moi aussi, j'aurais été dans une association pour ne pas payer la dette extérieure. C'est normal, vous êtes de l'autre côté. Moi, je vous parle en tant que technicienne de la dette. D'abord, on peut auditer la dette, dire voilà, ces emprunts-là, ils sont allés où, pour faire quoi? Ça, c'est une façon de faire. Deuxièmement, on peut aussi dire est-ce que, au niveau du financement extérieur, si un gouvernement est corrompu, c'est pas les emprunts, c'est l'utilisation, c'est au niveau de la Banque centrale. Or, si vous dites, les gens de la banque, je prends la Banque mondiale pour sortir de mon champ. Si vous dites, à chaque fois qu'il y a un prêt, les experts de la Banque mondiale doivent venir à la Banque centrale regarder qu'est-ce qu'il y a. Où il y a la souveraineté de l'État. Tous les pays ne vont pas accepter la souveraineté de l'État. Donc, il y a des emprunts, oui. Les emprunts en Tunisie, pour ceux qui, si vous voulez mon avis personnel, on peut auditer la dette tunisienne. Mais je ne crois pas. Il avait dit, Mostafa Kemal, l'ex-gouverneur de la Banque, et c'est pas n'importe qui, c'est pas pour le défendre. De toute façon, même chez Diarayal, actuellement, c'est un grand monsieur, c'est un grand économiste. Ça fait partie des grands économistes tunisiens, à l'échelle, je dirais, internationale. C'est des gens, c'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Donc, quand on lui dit, il n'y a pas lieu de faire ce débat, parce qu'il était l'économiste senior, l'économiste en chef de la Banque mondiale. Donc, il sait de quoi il parle. Et il dit, il y a les comptes sont transparents. Par rapport à ça, maintenant, ça ne veut pas dire que le gouvernement, ça ne veut pas dire que le politique n'a pas été corrompu. Ça veut dire qu'il y a d'autres canaux, d'autres moyens pour voler, pour tout ce que vous voulez. Il y a d'autres façons. Parce que les comptes extérieurs de la dette sont contrôlés. Il y a beaucoup de filtres de contrôle. On sait, par exemple, on s'endette pour faire des routes. Eh bien, à la fin, il faut expertiser les routes. Entre-temps, est-ce qu'il y a des marchés qui sont allés chez Monsieur X et pas chez Monsieur Y? Ça, c'est la grande question. Et ça, c'est pas les organismes à assumer. C'est le politique à l'assumer. Si vous pouvez avoir, si vous avez la preuve que la société X a payé des pots de vin pour avoir ce marché, eh ben c'est la société qui doit payer. Vous comprenez le problème? Le problème, c'est pas la nature de la dette, le problème, c'est comment a été utilisée la dette. Et si on regarde, c'est pour ça moi, que j'ai commencé avec la croissance économique tunisienne. La croissance économique tunisienne, quand on n'a pas de ressources, on s'était toujours endetté sur le marché extérieur, parce qu'on n'a pas de devise. Parce que notre monnaie n'est pas une devise, et parce qu'on n'a pas beaucoup de pétrole à exporter non plus. On n'a pas de ressources naturelles, donc on a besoin de devises, et tous les pays du monde ont besoin de devises. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les devises? Il y a eu une partie considérable, je crois, qu'il y a des financements.
Deuxième façon de répondre à cette question, c'est que la Tunisie s'est toujours empruntée sur les projets. On emprunte pour un projet. C'est beaucoup plus... Parce qu'en Afrique noire, que je connais un peu, c'est pas raciste, hein, on dit Afrique noire, c'est pour la géographie, l'Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, on s'endette pour le budget. Et là, vous ne voyez absolument rien passer. Par contre, quand on s'endette pour des projets, on voit quelque chose émettre. C'est bien ça, j'ai pas de projet, je ne vous donne plus d'argent. Au GMI, Ouais. il y avait des projets. Le GMI. Ah, le partenariat de Deauville. Comme il y avait des projets, Bien sûr, il y a des projets. Bien sûr, il y a des projets. Les emprunts qui ont été contractés à l'État tunisien, tout emprunt, il passe par l'Assemblée nationale. C'est une loi. Alors l'emprunt, ça ne passe pas à quelqu'un sous la table. C'est une loi qui est votée au Parlement. Et dans cette loi, vous allez décrire exactement ce que vous allez faire avec cet emprunt. Avec quoi, où, comment, avec quel moyen. Après, c'est la responsabilité de l'État, du gouvernement, à exécuter. Si on décide de ne pas payer ces dettes, c'est un mauvais signal au marché international. La Tunisie, aujourd'hui, n'a pas les moyens de dire « je ne paie pas mes dettes ». Personne, après, ne viendra, à commencer par les Qataris, si vous voulez que je sois beaucoup plus direct. Les premiers à ne pas emprunter, ce sont les Qataris et les Arabes. Ils vont parce qu'ils suivent les organismes internationaux. Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux de commencer, si vous voulez, à fabuler sur la dette. Or, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a réellement dans la dette et qu'est-ce qu'il y a dans son. La Tunisie a une gouvernance, a un organisme qui s'appelle la Banque centrale, et bien auditer la Banque centrale. On audite la Banque centrale, tout se passe à la Banque centrale. Or, la Banque centrale a résisté malgré beaucoup de pression. A résisté parce que si la Banque centrale n'avait pas résisté, on ne serait pas là. Donc, dans les choses, dans ces analyses-là, il faut se donner de la distance, il faut se donner les moyens, il faut regarder les comparaisons internationales. Le Mexique, c'est vrai qu'il a accroché, ce qu'on appelle accrocher sa dette à l'Aqramal. Mais entre-temps, en 10 ans, personne ne voulait prêter au Mexique. D'accord? Et donc, elle est rentrée dans une dépendance économique avec les États-Unis. Et les favelas, etc., si vous connaissez un peu, bon, même dans les films, hein, Américain, les favelas, c'est un peu ça, hein, malheureusement. Donc bon, c'est vrai, c'est un sujet passionnant. Il y a une commission aujourd'hui à l'Assemblée, on parle de dette 2, vous savez très bien, le politique, il lui faut des sujets. Il y a une commission qui va travailler sur l'audit. Moi, je pense que la position la plus saine, même par rapport à nos partenaires internationaux et étrangers, une révolution de paix, c'est une révolution aussi qui doit être crédible. On ne doit pas aller au mur comme ça à l'inconnu. Donc on dit, on va auditer. On audite, ça ne coûte absolument rien d'audit. Et puis s'il y a des malversations, s'il y a des pots de vin, vous avez la preuve, etc. Là, chacun assume sa responsabilité. Il n'y a pas de problème. Alors, comment... je reviens donc à mon fameux graphique de la croissance du PIB pour arriver à 2011. Le trait vert, c'est les projections de dernier plan de développement, la loi de finances 2011 de Ben Ali, qui disait qu'en 2011, on va aller jusqu'à 5,4. Alors, moi, je n'entre pas dans des débats, est-ce qu'on allait y aller ou on n'a pas y aller, et ça, c'est pas mon... Je veux dire, c'est pas là l'objet. Je peux vous dire, oui, on aurait pu aller, je peux vous dire aussi, on n'aurait pas pu aller. Voilà. En fait, c'est 50, maintenant c'est 50-50. Personne ne peut lire dans la vie. Par contre, on était à 3. C'est-à-dire que, regardez, de 6,3, 4,6, 3,1, 3, déjà, les dernières années, on a commencé à baisser. C'est pas seulement une question de politique économique. À ce moment-là, après 2008, la crise de la zone euro, une crise européenne très forte, et s'est traduite, ce qu'on appelle, qui est passé à l'économie tunisienne, mais heureusement qu'il y a la mer Méditerranée, on n'a pas plongé à zéro, ce qu'on appelle
techniquement, la résilience de l'économie tunisienne, elle est assez résiliente. Mais c'est un effet de résilience, mais quand même de propagation. Il y a de la propagation, ça se propage, mais ça se propage avec amortissement. En gros, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une résilience. Une résilience, c'est pas une autonomie ou une indépendance totale. Les Silfi Oroba ne se passe pas rien en Tunisie parce que les principaux donneurs d'ordre sont les Européens. C'est encore une fois, c'est pas les Saoudiens, c'est pas les Qataris, c'est pas les Indiens, c'est pas les Turcs, c'est la zone euro. Aujourd'hui et demain, ça va entre les zones euro. Ça n'a rien à voir avec mon côté français, c'est la réalité. 80% de notre commerce extérieur, c'est avec l'Europe. 82% de nos exportations avec la France, et vous me dites, il faut qu'on arrête le commerce avec la France. Il faut chercher des relais, mais il faut chercher dans le temps, il faut être conscient de ça. L'essentiel des IDE, des investissements directs étrangers, c'est français. Les entreprises qui ne sont pas parties en termes d'entrée et sortie après janvier, ce sont les Français. On les aime pas beaucoup, je comprends, mais notre intérêt économique, c'est avec eux. Donc, la baisse du taux de croissance est considérable. Ça vous fait plaisir quand on dit on n'aime pas les Français. Bon, mais bon. Moi aussi, je suis en partie française, hein, donc c'est pour ça, je le dis avec autant d'aise que j'ai un côté français. Oui, l'essentiel. Non, je dis, je parle librement, quelle que soit la nationalité de l'auditeur. C'est vrai qu'on a en Maghreb, moi j'ai eu des amphis d'Algériens et j'ai eu des amphis de Marocains. Oui, on a une histoire qui fait qu'on a des problèmes, parce que ce sont des histoires historiques. Mais c'est notre aussi proximité avec cette zone. C'est cette profondeur historique. On ne peut pas aujourd'hui, moi je refuse qu'on me dise, on arrête d'échanger avec les Français et on va regarder vers les Saoudiens. C'est pas vrai. Techniquement, l'essentiel se fait avec l'Europe, et dans l'Europe, la France est en premier parce que notre histoire économique, elle s'est construite avec un pays comme la France. Donc aujourd'hui, quand je passe après la crise d'euro de 2008, l'économie tunisienne, elle est à 3%, ça veut dire qu'elle a des capacités de résilience. Mais ces capacités de résilience la laissent quand même dépendante par rapport à ce qu'on appelle la zone euro. Les principaux donneurs d'ordre sont les Européens pour l'économie tunisienne. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, si on regarde cette réalité, si on comprend cette réalité, on est plus responsable. C'est pour ça que je parle de nationalité et j'essaie un peu de marquer un peu le trait. On est responsable dans le langage et on est responsable dans la politique économique qu'on verra pour demain et pour après-demain. Donc, dans la loi de finances 2011, comme élaborée par le gouvernement Ben Ali, le dernier, on a dit on va faire 5,3. Pourquoi? Parce que 5,3, ça peut absorber plus de chômage. Parce qu'on a à ce moment-là réellement de grands soucis de chômage. Et vous vous rappelez, vous n'étiez pas si jeune que ça en 2011, vous vous rappelez tous les discours du gouvernement. C'était création, les emplois, l'entrepreneuriat, les diplômés du supérieur, etc. En interne, et nous avons des contacts avec le politique en fait, tunisien à ce moment-là. En interne, il y a une vraie trouille de la bombe qu'on appelle diplômé du supérieur. On l'appelait la bombe. On savait qu'il y avait une norme qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle va éclater. Donc, on a construit la finance en 2011 pour minimum faire une 5,4. Sachant qu'en même temps, la zone euro était était même en récession économique. Donc bon, vous allez me dire comment il allait faire. Je ne savais pas. Mais tout ce que je savais, c'est qu'il projetait à 0. On est passé à 0 et même à moins 1,2. Pas de. Donc vous voyez l'écart juste
C'est pas, alors là, quand on a cette lecture-là, c'est pas pour dire le coût de la révolution, ça le coût, tout ça. C'est pour vous dire que pour tout changement politique, il y a un coût économique et financier. Et que ce coût économique et financier, il faut en être conscient. Il faut le dire, il faut le montrer et il faut le dépasser. Il ne faut pas creuser encore plus le fond. On est descendu déjà, on commence à creuser un peu le puits, puisque en déficit public. Alors le déficit public, pour faire court, l'État, c'est comme un ménage. Il a des recettes, essentiellement les impôts en Tunisie, et les impôts des fonctionnaires en plus. Et en dépenses, il a les dépenses en titre 1 et en titre 2. Les salaires, et les salaires des fonctionnaires, mais pas l'essentiel, l'infrastructure, les services publics, les financements, etc., etc. Et quand il y a généralement plus de dépenses que de ressources, on parle de déficit public. Lorsqu'il y a plus de recettes fiscales que de dépenses publiques, on parle d'excédent budgétaire. Pour le moment, le seul pays que je connais qui a des excédents budgétaires, c'est l'Algérie. Il y a 80% d'excédents budgétaires. Vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel des recettes algériennes sont la rente pétrolière. Et avec le prix du baril qui n'arrête pas d'augmenter, il faut vraiment être en Algérie en ce moment. Donc, voilà un pays où il y a l'excédent budgétaire. Moi, ça m'amuse parce qu'au moins, on me dit toujours, il n'y a que des devises budgétaires. Non, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie et qui a un excédent budgétaire, mais parce qu'il a évidemment, une richesse naturelle et des réserves extraordinaires. Alors, regardez l'écart entre le budget comme il a été conçu, avec un déficit public de 2,5 du PIB, 2,5% du produit intérieur brut, et ça, ce qui était dans la loi de finances. Normalement, 2011, on allait arriver avec ça. Avec le 14 janvier 2011, voilà, on est arrivé à 5%. Alors, pourquoi je vous montre le trait vert et le trait rouge? C'est pas pour dire, bon, ça, c'est un bon gouvernement. Non, c'est pour vous dire que le choc qu'a subi l'économie en 2011. Sachant que c'est un pays qui n'est pas habitué au choc, qui ne sait pas gérer le choc. Donc, la Tunisie est un pays qui est à l'échelle internationale connu pour un pays qui est dans ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et le consensus de Washington, les traités internationaux, etc., en économie, il y a l'équivalent comme en relations internationales, les consensus de Washington. Et le consensus de Washington, la Tunisie s'est engagée, quand elle a signé ça, elle s'est engagée pour bien gérer ses comptes de l'État, les comptes de l'État. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut auditer, parce que sur la partie publique, et moi je peux témoigner, on a les plus aujourd'hui sur l'Afrique, les plus compétents technocrates. En termes de la gestion de la dette publique, je parle dette publique, parce que celui qui détient la dette publique au ministère de Finances, c'est une école en finances publiques. Vous voyez, c'est une école au vrai sens du mot, je dirais. Et on a des experts internationaux qui viennent, qui prouvent et qui certifient que c'est une école. Donc, les comptes sont bien gérés. Alors, quand quelqu'un tient bien ses comptes, et quand Victor se retrouve, il a prévu 2,4 ou 2,5, il se trouve avec 5%, c'est que ça a complètement traumatisé les hauts fonctionnaires tunisiens, les technocrates tunisiens, parce qu'on ne sait pas le faire, mais on ne sait pas, et on va commencer à s'endetter auprès de l'extérieur. Donc, 5% en 2011, en 2012, dans la loi de finances 2012, on est à 7,2. On est en train encore de creuser le déficit. Et si vous vous rappelez, c'était quand cette loi finance est passée devant le Parlement à l'Assemblée constituante, il y a un grand débat. Bien sûr, entre l'opposition et la Troïka, etc. L'essentiel de ce débat, c'est de dire la Tunisie ne peut pas supporter un déficit de 7%. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, après, je vous remercie pour cette première partie. Avant, juste de mots, je vous ai fait distribuer, et merci Asma, parce que je l'ai fait quand même à très tôt le matin, elle était déjà réveillée.
Je vous ai fait distribuer un document. Moi, je ne pense pas que ce tableau économique de l'économie tunisienne fait autant rire. Si c'est une blague, c'est vraiment pas une blague parce que c'est la réalité de l'économie tunisienne. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez, de déduire ce que vous voulez. Je vous ai fait distribuer un document pour votre culture personnelle et générale qui s'appelle Rabbi Triqa, qui s'appelle la révision de l'article 4. C'est un peu jargon, barbon, tout ce que vous voulez, de l'article 4 du FMI pour la Tunisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Tunisie, pour pouvoir sortir sur le marché international et s'emprunter auprès des bailleurs de fonds, qui sont la Banque mondiale, le FMI, la BAD, l'Agence française de développement et d'autres bailleurs de fonds, multilatéraux, la BID, je connais pas encore les bailleurs de fonds arabes, il faut que je me mette à niveau aussi parce que quand même, on sort maintenant sur la transition sur la terre. Eh ben, il faut qu'il y ait des audits et une analyse de son assise économique par les experts du FMI. C'est ce qu'on appelle la révision de l'article 4, c'est-à-dire la Tunisie, comme dans la ratifiée, elle s'est engagée pour que, à des dates, ce qu'on appelle précises, fixées dans un calendrier, qu'il y ait une mission FMI qui vienne à la Banque centrale, qui a accès aux données du système d'information de la Banque centrale et du ministère des Finances, et qui regarde les finances de l'État. Et ça, cette note-là, elle fait, si vous voulez, après, évidemment, c'est l'État souverain qui peut publier, qui ne peut pas publier, mais la Tunisie s'est engagée depuis 2011, avant la Révolution, de s'engager pour la publication, ce qu'on appelle la transparence, de publier la révision de son article 4, c'est la révision de ses comptes publics. Et en fonction de ça, les bailleurs de fonds et le marché international classe la Tunisie. Vous avez entendu parler du rating de la Tunisie. On a dit, et vous avez appris que Tasnif Siedi, le rating tunisien a baissé ces 2 dernières années, à partir de 2011, 2 fois. Et ça c'est un document sur lequel les agences de notation se basent entre eux. Alors moi, je vous ai, et je pense que vous êtes capable quand même aujourd'hui, pas de plonger, mais de comprendre l'esprit des ratifications internationales du point de vue financier, et surtout dans une époque comme cette époque dite révolutionnaire, où tout ce qui est écrit par les organismes internationaux, c'est très délicat et c'est très bien regardé par la communauté internationale qui décide, comme dans le cas de Deauville, de soutenir la Tunisie ou pas. Dans ce document-là, ce qui est important à voir, vous voyez que c'est un document qui liste et le côté politique, et le côté budgétaire, et les côtés financiers, et le côté privé, etc. C'est le résumé, mais ça, c'est un grand rapport de centaines de pages. Et qu'à la fin, il y a un tableau qui nous donne des projections pour 2011, et qui nous donne 2011, les estimations, et pour 2012. Donc, juste pour l'anecdote, vous avez entendu certainement, ou vous avez assisté, ou bien vous avez regardé sur Facebook, la séquence où le Premier ministre tunisien, le chef du gouvernement, il parle de ces 3%, 5%, et l'autre qui veut. Il y avait à un moment un débat sur les 3,3% du taux de croissance tunisien. Et il y avait le clan des économistes qui disent, il s'est bourré complètement, il ne sait pas lire les dossiers. Le type de l'INS qui a été démissionné ou démissionnaire, ou je ne sais pas. Bref, il y a tout en débat. Comment l'extérieur et à quelle source l'extérieur va se fier à ce moment-là? Eh bien, ça, ce sont les sources qui sont les sources avec lesquelles on recoupe l'information tunisienne. Et vous voyez en 2011,
L'estimation pour la Tunisie est de moins 1,8. Projection 0, tout à l'heure je l'ai montré dans mon slide, réellement, après la mission de juillet 2012 du FMI, eh bien, ils ont arrêté le taux de croissance tunisien à moins 1,8. C'est ce qu'on appelle, quand c'est négatif, la récession économique. La Tunisie est rentrée en récession économique. Les projections, ce qui nous intéresse, ça c'est le passé, c'est derrière nous, le moins 1,8. Il y a eu octobre, les élections, il y a eu un gouvernement, il y a un apprentissage du nouveau gouvernement, il y a troïka, pas troïka, réussi, pas réussi, opposition, grève, city, tout ce que vous voulez, ça donne, in fine, en économie, moins 1,8. Aujourd'hui, quel est l'avenir demain? Le FMI dit, c'est 2,7. Vous regardez la loi de finances de la troïka, c'est 3,4. On se retrouvera l'année prochaine, j'espère, ici, et on verra, est-ce que c'est le 3,4 ou c'est le 2,7. Donc, on est sur une projection des organismes internationaux pour 2,7 de taux de croissance. Le gouvernement dit, moi, je suis capable d'aller plus que 3,4, mais ça dépend de la stabilité politique du pays. Donc, on ne sait pas. Nous, quand on travaille, aujourd'hui, en tant qu'économiste, on travaille avec 2,7 et on met entre parenthèses FMI, Banque mondiale, 3,4 loi de finances tunisienne. Et on va voir après 2012, en fait, après le premier trimestre 2013, on arrête les compteurs et on regarde. C'est ça. Si vous voulez, aujourd'hui, le montage de la politique économique tunisienne pour les jours qui viennent et son rating pour les jours qui viennent dépend de cet article-là. Voilà, et je vous remercie. D'accord.